Amis de l'histoire et du roman historique, bonjour. Aujourd'hui, autre sujet, enfin presque autre sujet, parce que c'est aussi comme la dernière fois, dans le domaine du Premier Empire. Et donc là, c'est un sujet autour de la Grande Armée, hein, le grand instrument militaire du Premier Empire. Et donc j'ai pris un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, c'est Vivre la Grande Armée, hein, c'est un historien qui a écrit ça. Hein. Donc c'est Être soldat au temps de Napoléon, c'est édité par le CNRS lui-même. Et je vous lis la page de garde. En 15 ans, la grande armée napoléonienne, machine de guerre inégalée, remporta davantage de victoires que n'importe quelle autre armée avant ou après elle. Austerlitz, Siena, la Moscova, Leipzig ou Waterloo ont déjà fait couler beaucoup d'encre, mais ces batailles sont souvent analysées au point de vue de la stratégie et de la tactique. Or, les guerres napoléoniennes furent avant tout une histoire humaine. Pour la seule France, près de 2 300 000 hommes connurent l'angoisse de l'attente et du départ, la traversée du continent de part en part, les affres de la vie en campagne et le chaos de la bataille. Enthousiastes ou résignés, déserteurs ou héros, chacun y réagit selon son histoire personnelle. Pendant 15 ans, ces soldats furent les acteurs centraux, mais anonymes, d'une grande loterie humaine dont beaucoup ne revinrent pas. Ils tinrent souvent des cahiers où ils notaient chaque jour les détails des péripéties extraordinaires qu'ils traversaient, et dès le lendemain de la geste impériale, ils furent nombreux à relater leurs aventures militaires. Les sources sont donc abondantes et contrastent avec le silence des périodes antérieures où la parole des soldats est si rare. Une histoire à hauteur d'homme, depuis le recrutement et l'abandon de la famille, au difficile retour à la vie civile, en passant par l'instruction et l'entraînement, la fraternité et la solidarité, l'importance de la correspondance et des liens maintenus, et le rôle central de l'amour, les blessures et traumatismes. François Houdesecq a été l'auteur de la correspondance générale de Napoléon. Il est spécialiste des questions militaires et sociales sous l'Empire, auteur de plusieurs recueils de lettres de soldats. Il a récemment édité les cahiers de Sainte-Hélène du général Bertrand. Voilà, donc ça c'est le livre de source, hein, pour fabriquer du roman historique, sur le quotidien des soldats, hein, sur comment vivre la grande armée à cette époque. Et moi, pour l'illustrer, donc ça sera la prochaine fois, ça, j'ai pris un très grand classique, parce que j'adore Balzac, hein, c'est le colonel Chabert. Alors là, pour le coup, il y a du quotidien. Alors dans le colonel Chabert, il n'y a pas que la grande armée, il y a aussi le monde des avoués, hein, de la justice, hein, parce que c'est l'affaire Chabert, mais il y a aussi le choc militaire, le fait qu'il soit parti de rien, hein, c'était un enfant de l'hôpital, comme on disait à l'époque, hein, c'est un enfant trouvé, quoi, et devenu colonel avec un hôtel rue du Mont-Blanc, à la chaussée d'Antin, à la fortune, et puis il l'a perdu du fait de sa disparition. Enfin bon, c'est une aventure extraordinaire. C'est un tout petit livre, hein, dont on a fait une belle adaptation à la fin du XXe siècle, avec Gérard Depardieu, avec Lucchini, etc. C'était très très bien interprété, c'était magnifique. Donc je pense que c'est une belle illustration. Donc ça vaut le coup de la voir la prochaine fois. Voilà. Donc je vais vous lire quelques passages de ce livre très bien fait par François Houdesecq. Et on va commencer par la page 11, 2 300 000. Donc elle évoquait 2 300 000 personnes qui ont participé aux guerres napoléoniennes. Donc c'est page 11. La Grande Armée raconte l'histoire collective d'une épopée militaire qui ne cesse d'intéresser amateurs et historiens. En 15 ans, conduite par Napoléon, cette machine de guerre remporta plus de victoires que n'importe quelle autre armée après elle. Les événements d'Astérix, ça c'était déjà été lu, hein. Dès le lendemain de la geste impériale, de nombreux hommes relatèrent leurs aventures militaires. Comme Napoléon fut le principal écrivain de sa gloire et de sa légende, les soldats furent les premiers historiens de leur époque. La monarchie des Bourbons restaurée n'avait aucun intérêt à glorifier et remercier les hommes qui avaient imposé les volontés de l'usurpateur à l'Europe entière.
Acteurs de l'éphémère restauration impériale, les militaires de tout grade avaient perdu aux yeux du nouveau régime le droit d'apparaître comme les piliers de la France. Les commentateurs qui étudiaient la guerre et qui élaboraient le retour sur expérience des campagnes pour mieux préparer les prochains conflits ne le faisaient qu'au prisme des mouvements des unités. Les soldats n'étaient alors que des pions perdus dans l'anonymat des batailles et des escadrons. Face au silence des autorités et au manque de reconnaissance de l'État, de nombreux vétérans, une fois passée la volonté de retourner à une vie normale et pacifique, ont eu la volonté de dire leur guerre et d'exprimer que sans eux, toute l'épopée impériale n'aurait jamais eu lieu. Napoléon, dans ses proclamations et ses bulletins, leur avait fait comprendre qu'ils étaient des pièces centrales des gigantesques conflagrations qui émaillèrent des quinzaines d'années de guerre. Ceux qui se mirent à écrire avaient intériorisé ce discours et prolongèrent l'économie de la gloire. Voilà, donc on connaît donc les écrits par l'intermédiaire de Lascaz et puis d'autres, de Bertrand, de Napoléon, le mémorial de Sainte-Hélène. Et donc tout ça sera porté également par les mémoires de dizaines et de dizaines de soldats, du maréchal au capitaine, en passant également par, on pense au capitaine François, à Bourgogne, et puis plein d'autres intervenants dans les grenadiers et tout, dans l'infanterie, dans la cavalerie. Enfin, il y a énormément de témoignages de cette époque. Voilà, contrairement à d'autres époques plus anciennes. Page 21, de 20 à 25 ans. Page 21. Alors, page 25 ans. D'accord. Du citoyen au soldat. Dès son instauration en 1798 par la loi Jourdan-Delbrel, la conscription fit son entrée dans la vie des jeunes hommes. Voilà, c'est une conscription qui durera jusqu'à 1997, après l'abolition de la conscription en France par Jacques Chirac, en passant par la guerre de 14, la Seconde Guerre mondiale, où c'est également des millions d'hommes qui ont été préparés à la guerre d'infanterie ou d'artillerie et qui seront prêts à partir à la guerre à ce moment-là par millions en France. Alors, donc, la première instauration, c'est en 1798. La conscription fit son entrée dans la vie des jeunes hommes. À compter de cette date, tous savaient qu'entre 20 et 25 ans, ils seraient assujettis au service militaire, devoir qui incombait à tout Français. La conscription destinée à la défense de la patrie renonce momentanément en quelques qualités qui la servent à une position de sa liberté, une portion de sa liberté. Le service militaire est, pour ainsi dire, un état passif. Servir dans l'armée était pour chacun une révolution dont il est difficile d'appréhender le ressenti. Le lourd processus de désignation des conscrits, leur inscription provisoire sur la liste municipale, puis cantonale, leur passage devant le conseil de recrutement, tout était fait pour impressionner les jeunes esprits plus habitués aux travaux des champs qu'à la rigueur administrative et militaire. L'appel. Pour les jeunes hommes et leurs familles, l'angoisse commençait dès le jour où était affiché à la mairie l'avis de recensement des garçons ayant atteint 20 ans au 1er janvier de l'année courante. Lorsqu'il rédige ses mémoires, bien des années plus tard, François Lavaux, comme beaucoup d'autres conscrits, se souvient très précisément de ce qu'il faisait au moment où on lui annonça l'échéance fatidique. Dès ce moment, le choix des jeunes hommes devait être clair, car ils ne pouvaient pas revenir en arrière. Si la plupart se résignaient, plus qu'ils n'acceptaient les aléas du sort, certains voyaient dans ce départ une chance d'échapper à une prédestination familiale et professionnelle qui ne leur convenait guère. L'armée proposait une part d'aventure, de découverte et l'occasion d'un potentiel carrière qui n'était pas sans attirer les plus téméraires. Les histoires des vétérans et les nouvelles de l'armée pouvaient en effrayer certains, mais poussaient les plus aventureux à désirer cet appel, voire à le devancer. Anticiper l'appel donnait de surcroît la possibilité de choisir son affectation.
calcul qui n'échappa pas à ceux qui s'engagèrent dans la gendarmerie d'ordonnance en 1807 ou dans les gardes d'honneur en 1813. Avec la conscription, le volontariat n'était plus celui de l'an 2, mais il ne disparut pas complètement sous l'Empire. François Guéla, attiré par la carrière militaire, fut de ces volontaires. Il concourut en 1809 à la conscription de 1810 dans sa commune de naissance, Porrentruy. Voilà, bon, ça donne un aperçu, quoi. Donc ensuite, nous avons page 199, artillerie. Page 199, artillerie. Alors, c'est bon, qu'est-ce qu'il faut pas. La majorité des pièces en usage étaient des canons de bronze à tir tendu, ayant une portée théorique de 3600 mètres pour les plus gros calibres, le 12 français. Par souci d'efficacité, les projectiles pesaient de 2 à 6 kg, n'étaient que rarement tirés sur l'infanterie au-delà de 1000 mètres, et 600 mètres contre la cavalerie. Les boulets étaient propulsés à 400 mètres par seconde, et plus les angles de tir étaient faibles, plus la portée était réduite. En revanche, en tombant sur un terrain dur comme à Wagram ou à la Moskova, les boulets ricochaient plusieurs fois, allongeant la portée du tir et son efficacité mortelle. D'autant que chaque rebond produisait des pierres causant pertes et blessures supplémentaires. Les obusiers, pièces à tir courbe, lançaient des projectiles creux à mèche entre 700 et 1200 mètres. Ces munitions dispersaient des éclats dans un rayon de 25 à 30 mètres. L'artillerie à cheval pouvait opérer dans le cours de l'affrontement avec la capacité de se porter sur les points stratégiques pour foudroyer les lignes adverses. Elle disposait de boîtes à mitraille qui projetaient des billes de plomb et en arc de cercle et dont la portée utile était de 400 mètres. Tirée au moment opportun, cette munition était à même de briser l'élan d'une charge d'infanterie ou de cavalerie. Voilà, donc c'est assez précis comme indication, ça, et ça permet d'alimenter le propos d'un romancier, quoi, hein, dans le corps de la bataille, dans le feu de la bataille. Quoi. Voilà, ensuite nous avons page 240, chargé. Il y a d'autres exemples, hein. Page 440. 240, chargé. Chargé, ça va jusqu'où, un extrait. D'accord. Garde à vous pour charger. Attendu par quelqu'un, appréhendé par quelques-uns, appréhendé par d'autres, le moment de charger à cheval, l'ordre relayé par les trompettes, mobilisait les centaines d'hommes qui mettaient sabre au clair dans un bruit métallique qui, pensait-on, galvanisait les soldats et les préparait à l'action. Ça, on le retrouvera donc dans le collège Chabert, parce que c'est l'homme qui est mort à Eylau. Voilà. L'attaque commençait au pas, puis au trot, sur une centaine de mètres, 150 pas. Enfin, au galop, sur les 150 derniers mètres. À l'époque, il parlait surtout en pas plus qu'en mètres, hein, ça venait de sortir le mètre. Pendant l'action, le premier rang pointait le sabre en avant, tandis que le second maintenait le sabre croisé au-dessus de la tête. Pendant toute la phase d'attaque, les rangs devaient rester le plus compacts possible et les cavaliers contrôler leurs chevaux. Les serfiles, officiers et sous-officiers placés dans la ligne de bataille veillaient à ce que les cavaliers maintiennent les alignements, à suivre invariablement la direction donnée, à empêcher tout flottement, à faire serrer leurs hommes et à leur faire observer le plus absolu silence. Pour que tous les cavaliers puissent suivre, pour que tous les cavaliers suivent la vitesse maximale, se calaient sur les chevaux les plus lents. En moyenne, au pas, le cavalier parcourait 80 à 100 mètres par minute. Au trot, 200 à 240 et au galop, 350 à 450. Les changements de vitesse étaient accompagnés de sonneries et tous
avaient l'obligation de les exécuter dans le plus parfait silence. Pour qu'une charge de cavalerie fût efficace, vitesse et cohésion allaient de pair. Jomini, un stratège prussien, comme Thiébaut, pensait que tout devait être sacrifié à maintenir l'ordre, à le rendre toujours croissant, sans rien perdre de la régularité dans les rangs, dans la formation, dans le mouvement et dans l'attaque. Napoléon préférait également l'effet produit par la masse des hommes et des chevaux en mouvement. Ce n'est pas seulement la vélocité qui assure son succès, c'est l'ordre, l'ensemble, le bon emploi des réserves. Il fallait toute l'expérience des officiers et sous-officiers pour faire respecter le règlement, qui ordonnait d'aller lentement, puis d'accélérer progressivement l'allure, de manière à arriver avec le maximum de vitesse. Le mouvement d'ensemble de tous les cavaliers était primordial pour remporter le duel moral que les formations s'imposaient. Le trot devait être conservé le plus longtemps possible, car, une fois lancé, le galop désorganisait les unités. Lorsqu'un régiment ou un escadron de cavalerie charge en colonne ou en ligne, il ne peut conserver longtemps l'ordre qu'il avait au moment où ils ont pris le galop. Les chevaux s'excitant les uns les autres, leur ardeur s'accroît progressivement et les cavaliers les mieux montés finissent par se trouver au bout de peu de temps bien loin en avant des autres, ce qui rompt l'ordre de bataille. Cette primauté de l'ordre sur la vitesse entraîna fréquemment des charges au trot. Le colonel Friedrich Wilhelm von Bismarck, qui commandait à Eckmühl un escadron des chevaux légers du roi dans la cavalerie wurtembergeoise, observa que les cuirassiers français mettaient une attention particulière à se tenir serrés et ne prirent jamais l'allure plus vive que le trot. On attendait constamment les officiers répéter « serrez, cuirassiers, serrez ». À Eylau, les conditions météorologiques ne permirent pas d'autre vitesse. La gigantesque charge qui brisa l'avance russe du fait de la tempête de neige se fit au trot et pour certains régiments au pas. Alors la charge qu'évoque Balzac dans le colonel Chabert. Cette charge au trot exigeait des chefs et des soldats confiance et solidité, que seul l'entraînement et l'expérience pouvaient donner. Si le trot permettait d'assurer la compacité de la formation et de s'imposer à la troupe adverse dans certaines occasions, avec de petits corps seulement, Marmont pensait qu'il fallait y mettre un abandon qui pouvait sembler de l'imprudence. C'était finalement les circonstances de la guerre qui dictaient la vitesse de charge. Voilà l'évocation de la charge. Alors, page 252, Austerlitz. Austerlitz, que j'ai mis là-haut. 252. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages sur tous ces combats, sur toutes ces batailles. C'est vrai que c'est très ciblé généralement sur la stratégie plus que sur le vécu des hommes. Et là, c'est ce qui est intéressant dans ce livre, qui est paru donc en 2023, c'est qu'on s'intéresse plus en quelque sorte à la sociologie du troupier, quoi. Un cavalier restait une menace tant qu'il était à cheval. Une fois désarçonné, en revanche, il lui était parfois possible de quitter l'affrontement. Mais il n'était pas rare que les cavaliers au sol, notamment les officiers, soient sommés de se rendre. L'esprit perdu dans la sauvagerie des combats, certains purent achever les hommes au sol. Les lanciers, avec l'allonge de leurs armes, s'en firent parfois les tristes spécialistes. Sans en mésestimer la violence, les engagements de cavalerie étaient cependant plus effrayants que mortels. À Austerlitz, les 1334 hommes de la garde impériale française, grenadiers à cheval, chasseurs à cheval et mamelouks, affrontèrent lors des célèbres charges des 1463 cavaliers de la garde russe, chevaliers garde, hussards, garde à cheval et cosaques. Le combat, pour décisif qu'il fut, ne fit que 25 morts côté français et 136 côté russe. Les grenadiers qui défirent finalement les chevaliers gardes ne comptèrent que 2 morts et 21 blessés sur
sur 740. Tandis que l'élite de la cavalerie russe perdit 84 hommes sur 633. À Wagram, les seuls chasseurs à cheval de la garde, 4 escadrons, 1024 hommes, eurent plusieurs engagements et comptabilisèrent 32 blessés et 32 tués et 127 blessés. La majorité des blessures furent causées par le tir d'artillerie sous lesquels ils durent patienter. Cependant, les 27 blessures par sabre, 12 à la tête, 6 au bras, 9 non localisés, et les 21 coups de lance témoignent des engagements successifs contre les Uhlans et lanciers autrichiens que relate Chevalier. Le 14 octobre 1813, la cavalerie de Lieberfolkwitz, prélude à Leipzig, la bataille de Lieberfolkwitz, prélude à Leipzig, la bataille de Leipzig, donna lieu à l'un des plus importants engagements de cavalerie des guerres napoléoniennes, durant lequel les charges succédèrent aux charges. Dans les principaux moments du combat, 4000 cavaliers alliés s'opposèrent à 6000 ou à 7500 cavaliers français menés par Murat. Dans les charges et mêlées qui s'enchaînèrent une bonne partie de la journée, Bruno Colson note que 600 Français furent tués ou blessés. Donc c'est un plus gros pourcentage, hein, ça fait 8%, plus de 8%. Concluant que l'intensité du combat de cavalerie, pour spectaculaire et violent qu'il fût, ne fut que peu mortel. Surtout, suivant Hervé Trévillon, ce combat témoignait de la débauche de vaines énergies qui rendait finalement la bataille humainement acceptable. C'est un combat de cavalerie qui, bien que peu mortel, engageait énormément de troupes en tous sens et sur une grande profondeur. Donc page 267, 60 000 coups de canon. Alors, 267. 60 000 coups. Les limitations techniques des armes à feu qui ne pouvaient réellement saturer l'espace du champ de bataille favorisaient également cette contenance. À Borodino, la seule armée française aurait tiré près de 60 000 coups de canon et 1 400 000 cartouches. Durant les 10 heures d'affrontement, ce furent près de 100 boulets et 2300 coups de fusil à la minute qui furent dirigés vers les lignes russes. Alors on n'est pas encore dans la guerre industrielle, hein, mais ça commence à taper fort quand même. Les pertes russes s'élevèrent à 45 000 ou 50 000 hommes. La consommation en munitions fut aussi largement supérieure aux pertes infligées à l'ennemi. Durant les 2 jours de Wagram, l'artillerie française tira près de 96 000 coups, plus du double des pertes autrichiennes estimées pour cette journée. Les tirs à longue distance expliquent largement cette débauche de coups rapportés aux pertes occasionnées. Il faudra ainsi 100 à 400 coups de fusil ou 3 boulets pour toucher un homme à 1000 mètres. L'imprécision des armes donnait un côté parfaitement aléatoire au combat, ce qui le rendait humainement supportable, même si au plus fort de l'engagement, un homme tombait toutes les 20 à 30 secondes. Malgré l'entraînement qui leur permettait de tenir leur rang, la majeure partie des soldats n'étaient que des figurants dans les combats. La plupart calquaient leur comportement sur l'exemple donné. S'ils faisaient leur métier, ils n'en feraient pas plus. Certains observaient même une passivité totale et se révélaient incapables de se servir d'une arme. Cette foule de gens ordinaires, transformés sommairement en soldats, pouvait déclencher des comportements imprévisibles, être capable un jour de se conduire en héros et de faire preuve d'abnégation le lendemain, de rester tétanisé par la peur. Dans ce contexte, les cadres de proximité, sous-officiers et officiers, servaient de référence pour l'attitude à tenir. Par leur contenance, ils devaient incarner le sens du sacrifice demandé à chacun
et encourager chaque soldat à faire son devoir. C'est ainsi qu'à Waterloo, suivant les officiers, tous chargèrent sans retenue à de multiples reprises, malgré les chances de réussite qui s'amenuisaient à chaque assaut. Voilà donc page 323, amputation, et 325 aussi. 323. Bah oui, il y a un effet de faire la guerre. C'est la mort et les blessures. 323. La guerre, ça tue. D'accord. Donc, entre le 1er mai et le 1er juin 1813, l'arrêt dénombra 1000 amputations. Une centaine de ces amputations, de ces amputés décédèrent, ainsi que les 900 autres, tandis que les 900 autres survécurent du coup. Parmi eux, une vingtaine avaient été amputés de 2 membres. Je lui présente ma main après l'avoir examinée et assez tâtonnée. La balle était dans le poignet, dit-il, et s'emparant d'une lancette, il fait une incision assez grande pour introduire une tenaille avec laquelle il arrache la balle, sans que j'aie fait le plus léger mouvement grâce au verre de schnapps, quoi. Il dit alors, c'est une belle mordue. Tu as du courage, laisse-moi opérer l'amputation. C'est l'affaire de quelques secondes. Tu auras gagné l'hôtel des Invalides. N'est-ce que cela? On verra quand il sera temps. J'attendais le complément de son travail. Je mettais bien de la charpie, reprit-il, mais il n'en est pas bientôt plus que pour les officiers. Je me retirai là-dessus sans répondre. Le patient était parfois étendu sur une table, mais le plus souvent assis, même pour une amputation du membre inférieur, sur un tabouret ou sur une chaise. Il était maintenu par un ou deux aides. Un autre soutenait le membre et le tournait en le présentant au couteau ou à la scie de l'opérateur. Un troisième rétractait la peau et les muscles au fur et à mesure de leur section. Un dernier effectuait la compression de l'artère et la racine du membre. Point d'anesthésion, autre que du laudanum, quand il y en avait. Une rasade d'eau-de-vie. La douleur était atroce. La ligature de l'artère était le plus souvent le plus difficile à soutenir. Aisling, Pessoa, supporta l'amputation du bras, mais se sentit mal. Une sueur froide lui couvrait la tête et tout le corps, lorsque Heurteloup dut traiter l'artère. En comparaison, le sciage de l'os était moins douloureux, comme le nota Jouan lorsque, à Dresde, on lui préleva le bras. J'avais entendu dire que lorsqu'on sciait les os, c'était alors qu'on souffrait le plus. Je ne me donne pas pour être autrement bâti que les autres hommes. Toujours est-il que l'amputation de l'os de mon bras ne fut pas du tout sensible en comparaison à celle des chairs. Quelle horreur. Alors, il y a un petit supplément là. S'attendrir sur la douleur du patient aurait ralenti la main et prolongé le calvaire. De fait, ces opérations ont été pratiquées en quelques 3 minutes pour un membre inférieur, 4 pour une hanche et moins d'1 pour la main. Les forts saignements assoiffaient les soldats qui subissaient ces opérations. Sitôt pensé, on leur offrait un bâillon et du vin, maigre compensation au regard de l'immense souffrance qu'ils avaient dû subir. Oh, quelle horreur! Alors, enfin, page 359, mort de peur. 359, mort de peur. D'accord. Alors, Freud définit le traumatisme comme une confrontation inopinée avec le réel brut de la mort, sans avoir le temps ni la possibilité d'y attribuer une signification.
être frôlé par un boulet, subir de multiples tirs, manquer d'être tué à la suite d'une charge, ou être témoin de sa presque mort était la base de la distorsion mentale qui pouvait conduire au traumatisme immédiatement après l'expérience. Pour beaucoup, l'artillerie incarnait la mort aveugle qui frappait aléatoirement. Ils avaient vu les hommes emportés par files entières ou les blessures atroces qu'elles généraient, et ils nourrissaient la crainte de subir le même sort. Cette frayeur paroxysmique pouvait causer la mort dès le champ de bataille. En novembre 1812, Belay rapporte qu'un soldat de son bataillon, que le bruit du canon sidérait, fut porté pour être aguerri sur la ligne de feu. Avant d'y être arrivé, il fut pris d'un frisson. Sa tête tomba sur sa poitrine. Il était mort de frayeur entre leurs bras. Il est mort de peur. Voilà, donc c'est un livre très très intéressant pour comprendre le comportement, la vie et les peurs des hommes face à la guerre. Là, en l'occurrence, c'est encore la guerre napoléonienne. On n'est pas dans la guerre des poilus, où c'était encore une autre dimension. Voilà, donc la semaine prochaine, on ira à des passages du colonel Chabert. Bon, c'est très connu, je suis d'accord, hein, c'est très connu, ça fait partie de notre patrimoine, mais c'est intéressant de rentrer un petit peu dans les détails, de voir les parties savoureuses, et puis il y a la si belle langue de Balzac. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et je vous dis à la semaine prochaine.